L'histoire est comme une tempête qui souffle sur les pays et les nations. Au commencement était la terre, où d'anciens peuples dressaient vers le ciel des temples et des pierres par centaines. Blocs de roc, juchés au-devant des océans et la pointe des continents, aujourd'hui, nous l'appelons encore Bretagne. Bien sûr, il n'en fut pas toujours ainsi. Avant cela, le pays se nommait Armorique et s'étalait plus à l'est que les actuels 5 départements bretons. Déjà différente des peuples de Gaule, cette Armorique se révolte seule quand elle part affronter l'autorité et l'armée de César en 56 avant Jésus-Christ. Malgré une résistance acharnée, sur terre comme sur mer, Rome l'emporte et les peuples armoricains sont défaits. Mais l'Empire romain n'était pas éternel. Il finit par s'effondrer comme s'effondrent tous les empires. L'Antiquité s'efface alors doucement pour laisser place à ce qu'on nomme le Moyen-Âge. Dans le basculement d'une époque à l'autre, la Bretagne telle que nous la connaissons encore aujourd'hui allait faire son apparition. Bretonne, breton, notre identité porte en elle une longue histoire, celle des autochtones armoricains et des populations celtiques de l'île de Bretagne qui prirent la mer pour se réfugier en Armorique entre le 5e et le 6e siècle après Jésus-Christ. Les premiers Bretons installés étaient souvent des religieux, venus pratiquer en ermite les préceptes du christianisme celtique. Missionnaires avant l'heure, leur chemin était celui d'une foi, nouvelle, mais inspirée des temps anciens, qui n'avait pas pour but de tracer la route de l'exil. Les incursions saxonnes sur l'île de Bretagne en décidèrent autrement. Peuple celte, les tribus bretonnes de l'île commencent dès 441 après Jésus-Christ à subir les attaques des peuples germains venus des rivages de l'actuelle mer du Nord, les Angles, Frissons ou Saxons. Année après année, les peuples bretons se font pousser vers l'ouest, à mesure que les envahisseurs colonisent ce qui va devenir l'Angleterre. À l'inverse, le pays de Galles et la Cornouaille britannique furent les derniers bastions celtiques de ces peuples insulaires. Pour les Bretonnes et les Bretons qui ne purent s'y réfugier, il ne restait plus que l'exil. Sur la route, les ermites avaient dirigé vers l'Armorique. Ils y débarquèrent par vagues successives autour du 5e siècle après Jésus-Christ, par l'actuel pays du Léon, de Saint-Brieuc et de Dol. L'installation y est toute pacifique. Les insulaires pratiquent en majorité l'élevage, s'installent sur les terres difficiles délaissées par les peuples armoricains. Ces derniers, plus attachés à l'agriculture, gardent leurs bonnes terres et maintiennent leurs coutumes tout en se mélangeant avec ces peuples de l'île qu'ils connaissent par leurs échanges maritimes et commerciaux pratiqués depuis des générations. Peuple breton, armoricain, bientôt rejoint par des communautés vikings, franques, ainsi se forge au début du Moyen-Âge la communauté de destin bretonne. Notre histoire est donc celle d'un mélange, du partage entre autochtones et exilés, nouvelles et anciennes communautés, d'un pays comme bien commun. L'installation fut pacifique, les insulaires venaient en Armorique pour chercher la paix, mais la guerre n'allait pas tarder à frapper de nouveau à leurs portes. Le nouveau pays breton attire très vite les convoitises. Sur l'île de Bretagne, la menace anglo-saxonne était venue de l'Est par la mer. Dans la Nouvelle-Bretagne armoricaine, voilà que des terres de l'Est vient un autre danger, les Francs. Très vite, ce peuple germanique qui a conquis la Gaule s'empare du pays de Rennes et de Nantes pour en faire une frontière capable de contenir l'installation bretonne en Armorique, avec l'objectif final de mettre toute la presqu'île sous sa botte. Dans ce but, en 753, le roi franc Pépin le Bref, fait du pays de Rennes et de Nantes la marche de Bretagne. Repoussés jusqu'aux environs de l'actuel Finistère, les Bretons ne s'avouent pas vaincus pour autant. Dans le pays de Langonde, le roi Morvan incarne ses résistances jusqu'à la mort. Quand l'empereur de l'Est demande la soumission de son peuple, il répond « Je n'habite pas la terre du franc, je ne veux pas subir sa loi. Que vienne la guerre, je ne la crains pas. » Pour contrer les résistances bretonnes, le roi franc a recours à la colonisation du peuplement. Dans les pays de Rennes, de Nantes, de Vannes, il installe des communautés qui lui sont fidèles, qui parlent la langue d'Oïl. Mais le destin de ces territoires va changer du tout au tout, comme celui de la Bretagne, grâce aux actions décisives des rois bretons Nominoé et Érispoé. Le 22 novembre 845,
à Ballon, dans le pays de Redon, Nominoé et ses cavaliers bretons vêtus de noir défont les troupes franques de Charles le Chauve et scellent dans le marbre la farouche volonté d'indépendance de la Bretagne. L'adversaire était néanmoins tenace, et à la mort de Nominoé, Charles le Chauve tente à nouveau d'envahir le pays. Voilà qui était sans compter la résistance du fils Erispoé, qui, comme son père, fait tomber l'armée franque à la bataille de Janglan, le 22 août 851. Passé cette date, le pouvoir franc cesse toute prétention sur le pays de Rennes et de Nantes, ainsi que sur le pays de Retz. Ce qui était la marche de Bretagne des Francs, pour réduire les Bretons à néant, devient la Haute-Bretagne, pays de résistance, garant de l'indépendance bretonne, en première ligne face à toutes les incursions françaises qui ne cesseront jamais par la suite. Depuis cette époque, on y parle une langue d'oïl, le gallo, de la même langue que les Francs, mais le cœur y est tout entier breton. Par cette histoire, et dès l'origine, la Bretagne est un pays multilingue, multiculturel, où origines celtiques, armoricaines, franques, insulaires et continentales ont formé une nation dans une volonté d'indépendance commune et d'esprit de liberté. Résister ensemble ou disparaître à jamais, voilà le fil conducteur de toute cette histoire. De royaume breton en duché, 8 siècles d'indépendance ont imprégné cette terre et son peuple de la force d'un pays, de la liberté d'une nation. La Bretagne attira en effet bien des appétits de conquête, de la France, de l'Angleterre, de l'Espagne ou d'autres. Hasard de l'histoire, c'est la France qui au final remporta la mise par la violence et par la contrainte. Entre 1487 et 1491, la guerre d'indépendance bretonne s'achève sur une victoire militaire française. Restait encore à soumettre le pays officiellement. Après cette guerre franco-bretonne, qui succédait à de nombreux autres, Anne de Bretagne, fille du duc breton François II, fut contrainte de se marier au roi de France Charles VIII, puis à son successeur Louis XII. Sous la duchesse, malgré tout, la Bretagne conserva la majorité de ses droits nationaux, qu'elle ne laissa jamais se faire écraser par l'idée française. Après la mort de la duchesse Anne, puis celle de sa fille Claude, le roi de France François Ier décide d'en finir avec la liberté bretonne une bonne fois pour toutes. Par d'habiles menaces, chantage, corruption, intimidation, il contraint les États de Bretagne à abandonner officiellement l'indépendance du pays. Depuis, la France parle de rattachement pour décrire ce qui, à Vannes, le 4 août 1532, fut une annexion pure et simple. L'histoire bretonne devait s'arrêter là. Mais si nous sommes toujours bretonnes, si nous sommes toujours bretons, c'est qu'il en a été autrement. Par le feu de la révolte ou la discrétion des complots, la Bretagne n'a jamais cessé de réclamer sa liberté et la France n'a jamais cessé de s'en méfier. L'histoire, même des relations entre ces deux pays, est bien sûr cachée, tronquée, pour nous condamner à ce que le militant breton Morvan-Lebesgue nommait si bien l'enfer de la privation d'histoire. Entre 1580, soit quelques décennies après l'annexion, l'historien breton Bertrand d'Argentré en fit déjà les frais. Son livre sur l'histoire de Bretagne fut saisi par le roi de France, la version originale interdite et diffusée clandestinement. L'édition légale ne fut réalisée qu'avec la censure, la modification ou la suppression pure et simple de tous les passages qui mettaient en avant l'effort de résistance que la Bretagne avait manifesté pour préserver sa liberté. Là où, d'un côté, la censure faisait taire les esprits, la répression, elle, condamnait au repos éternel les corps qui s'élevaient pour défendre les libertés du pays. Le marquis de Pontcallec, meneur d'une vaste conspiration, finit pour cette raison la tête tranchée à la hache, place du Bouffay à Nantes, en 1720. Avant lui, c'était par milliers que furent tués, emprisonnés, violés, envoyés aux galères des Bretonnes et des Bretons qui s'étaient révoltés en 1675 contre les impôts sur le tabac, le papier timbré, au nom du privilège que les libertés bretonnes devaient leur garantir. Et pendant la Révolution française, cet Armand de la Rouërie, héros de la guerre d'indépendance américaine, favorable aux idées républicaines, qui monte l'association bretonne pour renverser le régime parisien devenu tyrannique.
Georges Cadoudal, après lui, grand chef chouan breton, fera trembler le pouvoir. Et avec lui, c'est toute la Bretagne insurgée qui fait sienne la devise « Doué à même bro » pour Dieu et le pays, qui se différencie du slogan vendéen pour Dieu et le roi. Même Napoléon Bonaparte, devenu empereur, sera des plus impressionnés par la force politique de ce meneur d'insurrection. Et il avait de quoi s'en souvenir, car l'empereur français échappe de peu à l'attentat de la Charrette, piégé d'explosifs, que lui avait tendu Cadoudal le 24 décembre 1800 et qui fut proche de réduire l'Empire en cendres. Au final, de tous les tumultes du XIXe siècle français, c'est la République qui triompha, et elle garda longtemps une rancune particulière contre cette Bretagne, qui dès l'origine avait osé se révolter contre ce régime au nom de ses propres libertés. En 1870, la toute jeune Troisième République, sous l'impulsion de Léon Gambetta, fait massacrer dans le froid, la boue, la maladie et la faim l'armée bretonne du camp de Conly. Cette armée avait été levée pour sauver la République, mais, par crainte d'un soulèvement breton, elle en fit un charnier. Les survivants du camp sont envoyés au combat sans armes, ou sans les munitions qui vont avec. Le breton n'aura jamais aussi bien servi la France qu'en étant chair à canon, ce que le XXe siècle continuera tristement à montrer. Pour les enfants de ces soldats perdus, la République n'est pas en reste. Elle ne les oublie pas. À l'Assemblée nationale de Paris, le 28 juillet 1885, Jules Ferry scande haut et fort le devoir des races supérieures d'aller coloniser les races inférieures. Pour la bourgeoisie de l'époque, la civilisation est à construire par la colonisation, en Asie, en Afrique, aussi bien que dans l'Hexagone, en Bretagne, en Corse, au Pays Basque et ailleurs. Ici, comme là-bas, ce sont des générations entières intégrées de force à l'école publique qui sont frappées, humiliées, traumatisées par des instituteurs tortionnaires que la République acclame toujours comme des héros. Elle les nomme les hussards, du nom d'une groupe de cavalerie à la réputation des plus violentes et sanguinaires. Il faut dire qu'ils portent bien leur nom, ces fonctionnaires coloniaux, chargés de faire disparaître, par la violence et l'humiliation, tous les peuples que la France avait soumis à son pouvoir. Et pendant que les instituteurs frappent et traumatisent des enfants coupables du seul crime de parler leur langue, bretonne ou galaise, coupables de n'être que bretonne ou breton, leurs parents se lèvent contre cette Troisième République qui laissa bien des cicatrices. En 1902, le gouvernement d'Émile Combes oblige par la force à appliquer la loi du 1er juillet 1901. Cette loi autorise librement la création d'associations, mais les congrégations religieuses sont exclues de ce droit commun. Elles doivent donc demander des autorisations spéciales au Parlement, qui refuse automatiquement. De fait, l'application de cette loi 1901 contraint la très grande majorité des congrégations à disparaître, sauf que la Bretagne n'est pas de cet avis. Durant l'été 1902, elle entre en révolte et l'armée française est envoyée sur place pour établir l'ordre. Villes et campagnes sont insurgées. Les territoires de tradition républicaine comme les pays bretons conservateurs montent des barricades et accueillent la troupe avec des pierres et des fusils. En réaction, dès septembre 1902, Combes ajoute une couche et interdit tout usage du breton à l'église, puisqu'à l'époque elle n'est pas encore séparée de l'État. Le divorce entre Paris et la Bretagne est à nouveau consumé et l'idée régionaliste bretonne commence à faire son chemin. Mais la guerre de 14-18 allait de nouveau porter un coup dur au pays. Contraint les forcer, c'est entre 150 et 200 000 Bretons qui sont morts par cette guerre inutile. Même la fine fleur du jeune mouvement régionaliste partit mourir dans les tranchées avec la certitude que la France n'oublierait pas leur sacrifice. En échange, elle ne donna rien. Rien, à part les monuments aux morts qui trônent toujours au centre de tous nos villages. Mort pour la France, silence. Ainsi,
Encore une fois, la vieille Bretagne devait disparaître dans les temps nouveaux qui s'ouvraient à l'après-guerre. Alors qu'elle avait déjà officiellement disparu depuis la Révolution pour laisser place à 5 départements, alors que le français détrônait par la force le breton et le gallo, alors que tout le monde s'accordait à dire que la Bretagne n'était qu'une vieille poésie qui allait mourir avec les derniers paysans qui ne parlaient que breton, cette histoire devait ainsi prendre fin. Il fallait se résigner et célébrer cet épilogue en hommage et en chanson, mais si nous sommes toujours bretonnes, si nous sommes toujours bretons, c'est bien qu'il en fût autrement. De partout dans le pays, une poignée de volontaires fit s'en rassembler bien d'autres, sous une bannière dont le nom effraie toujours, Breizatao. 20 ans d'action politique et culturelle, sans quoi aucune idée de la Bretagne moderne n'aurait pu exister. 20 ans où il et elle sont allés de journal en parti, de meeting en élection, de manifestations en sabotage, d'attentats en armée clandestine. 20 ans où tous les ploucs, toutes les bécassines, tous les enfants humiliés de la Troisième République ont eu leur revanche. La France imposait à la Bretagne de mourir, Breizatao lui a proposé de renaître et a entrepris d'ouvrir la voie. La fin tragique d'une petite partie du mouvement dans la collaboration active avec l'occupant nazi offrit aux adversaires de la Bretagne libre une occasion inespérée d'en finir avec toute une génération militante bretonne qui avait inquiété les autorités françaises au plus haut point. En 1944-1945, les morts nationalistes sont comptés par dizaines. Les exils, les procès, les peines de camps de concentration et de prison par centaines, si ce n'est par milliers. Le moindre Gwenadu était interdit, le moindre joueur de bombarde était suspect. Encore une fois, la Bretagne devait mourir, avec la fin de sa dernière résistance. Mais si nous sommes toujours bretonnes, si nous sommes toujours bretons, c'est qu'il n'en a pas été ainsi. Après 15 années de silence, nouvelles et anciennes générations recréèrent des ponts pour relancer le combat. Plus forte avait été la répression et les transformations de la Bretagne d'après-guerre, plus forte fut la révolte. Le Front de libération de la Bretagne, FLB, donne le ton de ces années 1960 et 1970, celle d'un retour en force de la question bretonne. Partout, on réinvente sa bretonité, dans la lutte légale ou clandestine, dans les rangs de la jeune Union démocratique bretonne, dans les pièces de théâtre en breton de Strola d'Arvropagan, dans les concerts d'Alan Stivell, dans les fest-noz, les cercles celtiques, comme dans les grèves du juin français, dans la révolte antinucléaire de Plogoff, dans les poèmes d'un Paul Koenig ou d'une Angela Duval. Bientôt, les écoles d'Iwan commencent à faire un enseignement immersif en langue bretonne, sans attendre que l'État français ne daigne l'autoriser. Dans la décennie 1980, le pouvoir de François Mitterrand, qui s'est installé à Paris grâce au vote breton, consent à créer une petite région Bretagne, amputée de la Loire-Atlantique, comme l'avait fait Vichy avant lui, et aux compétences bien ridicules. De fait, Nantes va alors devenir d'année en année un passage obligé de manifestations pour la réunification de la Bretagne. Et pendant qu'à l'Est, on commence à lutter pour la réunification, dans l'Ouest breton, Sturm à Brezonec repeint les panneaux de signalisation au coltard pour imposer qu'ils soient traduits en breton. Cela fut obtenu de haute lutte après des années de peinturlurage nocturne. Il faut dire que si la Bretagne veut quelque chose de Paris, c'est toujours par la pression, la lutte et la mobilisation qu'elle finit par gagner. En 2013, le gouvernement socialiste au pouvoir fit les frais avec une écotaxe que la Bretagne en bloc a fait chuter, comme elle a fait tomber les portiques à poids lourds les uns après les autres. Jusqu'aux présentes années 2020, la France est une digne héritière de sa tradition. Elle ne cesse de briller par une hostilité sous-jacente et permanente face à la moindre avancée vers les libertés bretonnes, qu'elles soient politiques, économiques ou culturelles. La langue bretonne ou galaise n'est toujours pas officielle. Leurs enseignements ne sont pas encouragés à se développer. L'histoire du pays n'est pas enseignée. Un simple tilde sur le N de Fanche est toujours présenté comme un danger pour l'unité de la République. La réunification est sans cesse retardée, sans cesse combattue. L'autonomie sur le modèle du pays de Galles ou de l'Écosse, des régions de l'État espagnol ou des Länders allemands est devenue à Paris comme impensable au retour du Moyen-Âge.
Tout cela pour une seule et unique raison. On ne nous veut pas bretonnes, on ne nous veut pas bretons. Tout ce qui fait la Bretagne d'aujourd'hui est donc le fruit d'une histoire de résistance. Résistance contre l'évolution historique qui nous demandait de devenir des Français comme les autres, c'est-à-dire uniquement des Français et rien d'autre. Résistance face à un État et à sa capitale, Paris, qui, monarchiste ou républicain, de gauche ou de droite, s'est toujours opposé à notre existence même. Si nous sommes toujours bretonnes, si nous sommes toujours bretons, c'est bien que génération après génération, de l'époque moderne jusqu'aux lointaines origines autochtones et insulaires, nous n'avons jamais accepté le sort que l'histoire des vainqueurs voulait nous réserver. Obstiné est notre parcours à travers les âges, toujours animé par une soif de liberté et une fierté à toute épreuve pour génération et génération continuer à marcher à la tête haute. Il nous fallait mourir et disparaître en tant que peuple. Nous avons préféré vivre et résister pour demain renaître à nouveau, car c'est là le droit le plus précieux de toute nation. Et c'est grâce à cela si aujourd'hui nous sommes encore bretonnes, nous sommes encore bretons.